avec Michel Onfray qui est notre invité. Bonsoir Michel Onfray, philosophe. Merci d'être là pour votre livre La Nef des Fous 2. C'est le livre que vous publiez aux éditions Bouquin essai. Louis Avossalter est avec nous de Marianne. Bonsoir. Bonsoir. Louis. On a beaucoup de questions à poser à Michel Onfray à propos de ce livre, à propos de son diagnostic sur l'état de notre démocratie. Est-ce qu'elle est en train d'être en délitement? Vous allez nous y répondre. D'abord, un tout petit coup d'œil à ce qui se passe du côté de la présidentielle. On a un équilibre des forces qui reste à peu près inchangé. Emmanuel Macron est assez haut. On a un sondage Harris Interactive qui a été publié cet après-midi. Emmanuel Macron est à 25%. Derrière, il y a Marine Le Pen à 17,5%. Surprise, c'est Éric Zemmour qui passe devant Valérie Pécresse, de 0,5%, il est à 14,5%, et Valérie Pécresse à 14%. Est-ce qu'elle paye d'une certaine façon pour vous, Michel Onfray, ce meeting du Zénith qui était peut-être pas le plus réussi de sa carrière? J'aurais tendance à répondre oui, mais j'ai tendance aussi à répondre que je ne crois pas trop dans ces sondages qui nous font savoir qu'Emmanuel Macron est à 24%, 24-25%, alors qu'il ne peut pas sortir dans la rue sans se prendre une gifle, sans se faire cracher dessus, sans avoir 3/4 de CRS qui auront tout balisé. J'ai du mal à comprendre tout ça. Maintenant, je comprends que avec les pondérations, les 2 points en plus, les 2 points en moins, on finisse par nous dire que aujourd'hui celui-ci est devant, demain celui-là est derrière. Donc bon, ça permet de parler, mais de fait c'était une catastrophe cette intervention. Moi, je l'ai regardée parce que je suis un gentil garçon qui regarde tous les meetings, et j'ai presque tout compris quand elle est montée sur scène seulement. Elle a le poids du monde sur les épaules, elle est effondrée, elle se dit mais qu'est-ce que je fais là? Elle grimpe. Alors parfois certains surjouent, quoi. Ils dansent, ils sont là en train de faire des grands gestes, saluent tout le monde, etc. Et elle, pas du tout. On voyait cette espèce de souffrance qu'elle avait à grimper sur scène. Et puis par la suite, cette espèce de diction qui était terrible. Et on se dit pas comme ça pendant 1 heure, quoi. Alors évidemment, ça a effacé un peu le fond, qui est un fond très en contradiction avec ce qu'elle est. Elle a quand même quitté le parti parce qu'elle l'estimait trop à droite, et elle revient en étant sur la ligne franchement de droite. Donc là, c'est vraiment un rôle de composition. Donc quand on n'a pas très envie d'y aller, qu'on n'est pas très doué, qu'on est obligé de lire un texte qu'on ne connaît pas, et de mettre très exactement si on est un gentil jouer le rôle du méchant ou un méchant jouer le rôle du gentil, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc de fait, ça peut effectivement la faire tomber dans les sondages. Louis Avossalter. Vous dites, vous doutez dans les sondages, c'est vrai qu'ils sont très variables et variants, on les a suffisamment critiqués nous aussi de notre côté, mais quand même le socle macroniste c'est 25% depuis longtemps dans les sondages. Est-ce que comment vous voyez quand même cette partie de la société française qui trouve qu'Emmanuel Macron, après tout, a été un bon président, qu'il a bien géré la crise, et que peut-être par défaut, ils vont choisir de le reconduire parce que peut-être aussi ne trouve-t-il pas mieux sur la main. Vous faites cette analyse, vous comprenez aussi cet état d'esprit? Non, parce que vous savez, si on fait la sociologie de la sociologie, c'est-à-dire si on se dit mais regardez ce que les sondages ont annoncé et ce qu'ils n'ont pas annoncé, ils ont annoncé beaucoup de bêtises. Aucun sondage n'avait annoncé que Jean-Marie Le Pen serait présent au second tour, aucun sondage n'avait annoncé que Lionel Jospin ne serait pas élu, les sondages annonçaient Balladur élu, enfin bon, on a quand même eu droit à un petit peu tout. Ce qui fait que moi j'aimerais qu'on puisse collectionner les sondages et puis les comparer à ce qui va se passer. Alors évidemment on a toujours le soir par exemple du premier tour. Alors évidemment on a toujours ceux qui nous disent oui mais ça n'est jamais qu'une photo à un moment donné, etc. Moi je ne crois pas. Je pense que les sondages ont intérêt à faire une espèce de cote qui serait celle de Macron et qui ne bougerait pas. Ça ne peut pas exister. Que quelqu'un soit insensible aux effets qu'il produit dans la réalité. Il dit une chose, il agresse du monde, il dit des choses positives, il dit des choses négatives, ça ne bouge pas. Et j'ai tendance à croire que cette espèce d'électroencéphalogramme plat ne nous renseigne pas sur ce qu'est vraiment Emmanuel Macron. Maintenant, vous avez raison, il y a des gens qui disent mais on n'est pas très dans l'adhésion, mais simplement on veut pas de machin, voilà. On veut pas de bidule, on veut pas d'un tel. Donc à défaut, on va voter pour celui-ci. Oui, ça c'est sûr. Mais de là à croire que ce serait toujours le même étiage. Le système aurait intérêt à ce que, effectivement, Emmanuel Macron soit à nouveau élu? Oui, bien sûr, depuis des années quand même, tout est fait pour ça. C'est-à-dire, Marine Le Pen est une méchante nazie. Quand elle a perdu le soir du premier tour et que Macron a gagné le soir du premier tour, Macron il s'en va au Radour-sur-Glane, il s'en va au musée de la Shoah, juste pour nous dire que dimanche prochain, ce sera quand même Das Reich qui sera au deuxième tour, pendant 5 ans, on la laisse faire, on l'invite partout, on se dit tiens, c'est drôle, Das Reich est présent sur tous les plateaux de télé, et puis entre les 2 tours, c'est le nazisme, quoi. Et ça marche pour un certain nombre de personnes. Je vous rappelle Carpentras, la jurisprudence Carpentras. Donc tout est vraiment fait pour ça, et in fine, on va dire, bon, on n'adhère pas complètement à Macron, mais quand même, ça va pas être...
Ça va pas être Zemmour, ça va pas être Pécresse, elle a été mauvaise, ça va pas être Zemmour, il est agressif, ça va pas être Marine Le Pen, elle est mauvaise, etc. In fine, on finit par avoir celui-ci, et éventuellement quelques-uns comme l'inénarrable Alain Minc, qui faisait savoir ce matin que je n'avais pas dit que je ne voterais pas pour Zemmour. J'étais donc déjà coupable, alors que je dis depuis toujours que je ne voterai pas. Donc si ce monsieur avait un peu d'intelligence, un peu de mémoire ou un peu de culture, il pourrait pas dire que je n'ai pas dit ce qu'il prétend que je n'ai pas dit, ou ce que j'aurais pu dire. Mais le système a besoin de ces gens-là. Ils disent, il est un peu fermenté, Macron, donc peut-être qu'on pourrait en trouver une un peu plus fraîche. Il a choisi Pécresse en se disant, c'est plus facile, on va pas lui cracher dessus, elle va pas se prendre de gifles quand elle sortira dans la rue, et elle défend le même monde. C'est formidable. Le monde. Là, ils sont en train de s'apercevoir que finalement, qui n'est pas souverainiste, effectivement, je ne vous le fais pas dire. Je dis que, et j'ai gagné beaucoup de champagne depuis, que je peux dire qui gagnera les élections, c'est toujours un Maastrichtien, et ça marche. Mais alors vous dites dans cette présidentielle, là, il y aura que des candidats maastrichtiens, pour reprendre votre terme, contrairement à la dernière fois. Mais quand même, depuis le Covid, depuis la crise sanitaire, même Macron a repris dans sa bouche le mot de souveraineté. Est-ce que ce ne sont que des mots, ou pour vous, est-ce qu'il y a quand même un mouvement profond qui est à l'œuvre, qui remet au goût du jour l'idée de souveraineté, d'indépendance, et remet en cause une conception de la mondialisation, voire de l'Union européenne ? Alors vous savez bien que quand Macron parle de souverainisme, il parle de souverainisme européen et de souverainisme français. Il parle des deux. Ouais, il dit les deux. Demain, deux alliances, deux souverainismes, etc. Or, une femme, elle n'est pas enceinte et pas enceinte en même temps. Ça peut lui arriver, mais successivement. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Si l'Europe est souveraine, la France ne l'est pas. Si la France est souveraine, l'Europe ne l'est pas. On ne peut pas avoir les deux. C'est pas l'Europe qui décide et puis la France aussi. Non, la France, elle ne décide plus. Depuis Maastricht, la France, elle ne décide plus. La France n'est plus souveraine. Nous, à Front Populaire, on a un vrai succès de librairie. Et il n'y a pas de souveraineté européenne non plus. Si, s'il y a une souveraineté européenne, elle est secondaire. C'est du moins ce que je souhaiterais. C'est-à-dire qu'il y ait des souverainetés successives et différentes, mais avec une souveraineté. On peut pas être 2, 3 ou 4 à disposer du bouton nucléaire. T'en penses quoi? Je suis d'accord, je suis pas d'accord, faut voir. Non, la bombe elle est partie, il faut juste appuyer dessus. C'est ça aussi la question de la souveraineté. Hein. Le souverain en France, c'est celui qui décide de la bombe atomique, pour aller vite et pour le dire comme ça. Et on peut pas dire. C'est toujours le président français. Pardon ? Sur la bombe atomique. Écoutez, pour l'instant, vous savez que Macron est en train de se demander si on ne peut pas partager avec l'Allemagne quand même. Hein. Je veux dire que ça aussi, c'est quelque chose d'important. S'il y a un souverainisme français, on ne se dit pas on va vous filer les codes. On ne sait pas comment faire avaler ça aux Français, mais il va falloir quand même que les Allemands qui ont pu être prospères, parce qu'on connaît l'histoire de l'Allemagne, hein. Après 45, on leur dit maintenant vous allez vous calmer. Donc si vous n'avez pas d'armée, vous pouvez mettre le maximum, vous ne pouvez pas faire de guerre, vous pouvez mettre le maximum sur l'économie. Donc on voit où en est l'Allemagne. Aujourd'hui, on leur dirait on s'aime tellement, on a un couple franco-allemand qui est tellement formidable que les codes, on va vous les donner, c'est pas compliqué, c'est une petite valise, c'est un petit truc, et vous aurez la possibilité. C'est-à-dire le chancelier allemand partagerait les codes de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire de la bombe atomique française. Je vous rappelle que je n'invente rien. C'est quand même ce vers quoi... C'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est pas à l'ordre du jour. Pas dans le programme de Macron. C'est pas à l'ordre du jour si vous pensez en termes de semaines, si vous pensez qu'effectivement ça va se décider avant le... Mais moi je vous mets mon billet que si Macron est élu, ce se fera dans les 5 années qui suivront. Vous pensez qu'il fera ça, s'il est réélu? Mais c'est alors, vous savez, s'il est élu... Il aura un programme de France-Allemagne, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est comme dans Baron Noir, vous savez, il y a cette idée de France-Allemagne. Il voulait un gouvernement commun, il voulait faire des conseils des ministres communs, etc. Partager le siège partager le siège de l'ONU. Enfin, il y a un moment donné où quand vous dites, bon, vous savez, le soir où vous êtes élu au premier tour, la première fois, premier quinquennat, vous mettez en place une cellule qui va travailler à votre réélection 5 ans plus tard. Faut pas faire semblant. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez été élu une deuxième fois, vous pouvez pas l'être une troisième fois. Là, il va se lâcher. S'il est élu, dans les 5 années qui vont suivre, on va avoir droit à tout, avec sa méthode brutale, agressive, etc. Et on va avoir droit à tout ça. Et là, on va foncer. Une espèce de gouvernement franco-allemand, on va partager le siège à l'ONU, on va partager la bombe atomique, etc., etc. C'est prévu, hein. Si les gens veulent ça, ils n'ont qu'à voter pour lui. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Michel Onfray. On continue à parler de son livre La Nef des Fous. On parlera de civilisation, tiens, justement, de grands remplacements. Un mot qui est très à la mode, qui a été évidemment rendu populaire par Éric Zemmour, Marine Le Pen et qui a été évoqué par Valérie Pécresse. À tout de suite dans Punchline. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Michel Onfray, qui est notre invité spécial ce soir dans Punchline, et Louis Salter de Marianne. On va évoquer cette question du grand remplacement, un terme qui fait couler beaucoup d'encre depuis que dimanche Valérie Pécresse l'a cité, sans le valider, mais elle l'a cité, l'a pris dans son discours. On va écouter ce petit extrait et je vous demande ce que vous en pensez, Michel Onfray. Pour la première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous.
Dans 10 ans, serons-nous encore la 7e puissance du monde? Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine? Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Michel Onfray, elle le prend à son compte, ce terme, ou pas? Elle l'a dénié le lendemain. Elle a dit non, je n'y crois pas. Oui, non, en fait, il faut écouter ce qu'elle dit. Hein. Mais en même temps, il y a quelque chose de drôle. Moi, j'aime bien les vins et j'aime bien les dégustations à l'aveugle. Vous savez, tous les malins qui dégustent l'étiquette. Vous apportez quelque chose et ils font un grand commentaire à partir de l'étiquette. Et qui ne distingue pas le rouge du blanc quand ils testent à l'aveugle. Et là, il faudrait reprendre le texte et pas dire que c'est elle et dire vous en pensez quoi? Mais ça pourrait être du Le Pen des années 80. C'est-à-dire le grand discours civilisationnel, etc., etc. Je dis pas que je suis contre, hein, je pense, moi, qu'effectivement, il y a un problème de civilisation. Mais d'un seul coup, tout le monde y va en disant elle a utilisé un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser. C'est quand même terrible, notre époque. Il y a des mots qui sont interdits. On n'a pas le droit de dire nègre, par exemple. Mais si vous dites l'art nègre, vous dites pas la même chose que sale nègre, quand même. C'est pas un gros mot systématiquement, par essence. Quand il y a la revue nègre, quand il y a l'art nègre, quand il y a Picasso, Matisse, Derain, etc. Là, par exemple, grand remplacement, on n'a pas le droit d'utiliser. Si vous êtes de gauche, vous avez le droit de l'utiliser. Mais ça s'appelle du mal. Non. Ça s'appelle créolisation. D'accord. Donc si vous dites le grand remplacement n'existe pas, en revanche, la créolisation c'est formidable. Et ben voilà, la créolisation c'est le grand remplacement de gauche, et puis l'inverse avec etc. Donc moi je pense qu'effectivement, si on est en termes de civilisation, il faut se dire de fait que la France est mal partie. Merci Madame Pécresse, ça fait quand même 20 ans qu'elle fait ce qu'il faut pour. Elle est mal partie parce que la civilisation est fichue. C'est pas simplement la France. Et cette civilisation, elle est en train de laisser place nette. Donc il y a une démographie. Il faut aussi faire de la démographie, qui fait des enfants et combien et comment ça va fonctionner, etc. Oui, la France n'est pas éternelle, comme personne ne l'est d'ailleurs. Il y a un moment donné où la France, dans cette Europe, vont fonctionner comme une espèce de courroie de transmission de cette espèce d'Amérique plutôt californienne, ce sera la côte ouest. Et la grande crainte, c'est pas l'islam, on fait juste place nette et on débarrasse l'Europe comme on débarrasse une table. Et puis après, on installe le transhumanisme. Ça, c'est ce vers quoi nous. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Justement, vous employez le terme de grand remplacement, mais en disant le grand remplacement qui nous menace est celui par le protestantisme anglo-saxon devenu fou, écrivez-vous. Oui. Et vous dites nous nous dirigeons vers une civilisation occidentalo-californienne. C'est le pouvoir des GAFA et de la pureté à l'anglo-saxonne, c'est ça? Et le transhumanisme. Alors qu'est-ce que c'est le transhumanisme? C'est l'homme modifié, l'homme augmenté? C'est cette idée que quelques milliardaires qui possèdent la totalité de la fortune planétaire se disent j'ai tout sauf la jeunesse, je ne l'aurai pas toujours, et je n'ai pas la vie éternelle. Et ils se disent comment peut-on obtenir la vie éternelle? Et ça peut marcher. Vous savez, si vous dites ce qui se trouve dans votre cerveau est susceptible d'être capté parce que les datas sont déjà des informations que vous donnez vous-même. Vous savez, quand les gens sont contre le passe vaccinal en disant « Oh là là, on nous flique », je dis « Mais tous les matins, quand vous commencez à utiliser votre téléphone portable, vous donnez vous-même ce genre d'informations. » Toutes ces informations sont susceptibles d'être mises dans des espèces de micro-ordinateurs. Quand on aura une vitesse quantique sur ces ordinateurs, on pourra les mettre dans le cerveau. Ça existe actuellement. Sur une truie, elle s'appelle Gertrude, et c'est Neuralink, qui est la société d'Elon Musk, qui travaille à ça. Aucune puissance morale n'est capable de s'opposer à ça. L'Église, tout le monde s'en moque. Les musulmans, ça ne les intéresse pas non plus. Les bouddhistes, etc., encore moins. Donc, il y a, sur la côte ouest des États-Unis, des gens qui travaillent à cette idée que des riches pourront s'acheter une certaine manière de vie éternelle, les pauvres pourront crever, on pourra cultiver des organes. Voilà l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à fabriquer des enfants, à les vendre, à louer des utérus, à estimer que le sperme, c'est un produit numérique de la même chose, de la même manière avec les ovules, etc. Et nous allons vers ça. Alors, je dis pas dans 10 jours, je dis simplement que la civilisation à venir, c'est 1000 ans. Cette civilisation à venir, c'est pas l'islam planétaire, ça c'est un fantasme, ou encore moins un islam européen. C'est une espèce de grand capitalisme auquel Macron travaille d'ailleurs, auquel l'Europe travaille aussi d'ailleurs. Un grand capitalisme qui sera un supermarché, on pourra tout acheter, tout vendre. Les sentiments, les émotions, les lectures. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut donner des souvenirs à des animaux qui n'ont rien vécu. C'est-à-dire, on peut donner à des mouches des souvenirs de choses qu'elles n'ont pas vécues. Vous pouvez aussi aujourd'hui donner à des gens le souvenir de la recherche du temps perdu qu'ils n'auront pas lu, simplement parce que vous aurez mis le programme. Vous direz, il y a des gens qui ne l'ont pas lu et qui en parlent. Hein. Mais beaucoup. C'est pas neuf. Mais je veux dire que quand vous avez la possibilité de fabriquer des souvenirs de choses non vécues, ça veut dire que vous avez la possibilité d'effacer des souvenirs de choses vécues.
Il travaille à ça, Elon Musk, actuellement. C'est la plus grande fortune du monde. Il envoie des gens dans l'espace, il travaille sur Neuralink. C'est ça, la vraie obsession. Vous croyez que les Chinois n'y sont pas sur ce projet-là? On ne sait rien de ce qui se passe en Chine. On ne sait rien de ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec le Covid, avec le virus du Covid. Mais eux aussi travaillent au transhumanisme. Et puis en Inde, on y travaille également. En Europe, on n'y travaille pas. On n'a même plus de quoi s'acheter un binoculaire aujourd'hui en France. Donc, on n'a même pas l'occasion de s'acheter un microscope. Donc, évidemment, les autres puissances y travaillent. Et il y a un moment donné où ils sortiront des mixtes, des chimères. On a déjà ça. Mais c'est pour votre bien, bien sûr. On a trouvé que, finalement, on avait modifié un cœur de cochon pour faire de telle sorte qu'il soit compatible. Le problème d'une transplantation cardiaque, c'est pas très grave. C'est le problème du rejet. C'est facile à coudre d'une certaine manière. Mais le corps dit, ce truc n'est pas à moi. Donc, et ça, c'est pas pour le bien de l'humanité. Eh bien sûr que dans un premier temps, on dit, mais alors, vous avez vu tous les gens qui meurent parce qu'il y a une pénurie d'organes. Là, d'un seul coup, on fait des cœurs de chimères. Finalement, c'est un cœur de cochon et d'humain en même temps. Mais le jour où on va commencer à toucher au cerveau, et vous direz, mais c'est pour le bien de votre grand-père qui a une maladie d'Alzheimer, et puis c'est pour le bien de votre arrière-grand-père qui est parkinsonien, c'est pour les sauver, ces gens-là. Pas du tout, c'est pour rentrer dans notre cerveau. Et quand on entre dans le cerveau, comme ça se passe déjà actuellement avec les GAFAM, eh bien quand on aura la possibilité d'y entrer, parce qu'on pucera les gens en leur disant, mais maintenant il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses, vous le savez, depuis 2 secondes, on vient de vous pucer la totalité de la recherche du temps perdu dans votre cerveau. On pourra téléguider quoi? Alors consommation le jour où il faudra voter, c'est déjà compliqué aujourd'hui de faire voter les gens pour le système maastrichtien. Là, ce sera très facile parce que les gens voteront naturellement, ils penseront naturellement, ils consommeront naturellement ce qu'on leur a demandé de penser, de consommer, etc. C'est-à-dire que 1984 d'Orwell est un projet politique qui est actuel, qui est actualisé, et le meilleur des mondes d'Aldous Huxley est en train. C'est avec notre consentement. Nous donnons nous-mêmes nos données, comme vous l'avez dit, et c'est-à-dire que les gens vont vouloir ça, il y aura un consentement général. C'est de la servitude volontaire. C'est comme dit fort justement Laurent, c'est-à-dire c'est toujours au nom du bien. C'est le cheval de Troie, vous savez. C'est toujours au nom du bien. Là, on lutte contre les gens qui meurent parce qu'il y a une pénurie de cœur. Voilà. Vous dites, mais les gens qui souffrent de maladies, de maladies cérébrales, neuronales, etc. Ben voilà, puis après on dit, mais vous vous rendez compte, on peut redonner la marche à des tétraplégiques, on peut redonner la vue à des aveugles, ce qui n'est pas faux. On peut travailler dans ce sens-là. Les gens disent, ah bah oui, c'est formidable. Puis après, on pourra justement sélectionner des corps, des organes, des intelligences fabriquées, formatées. Sélectionner l'espèce ? Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que la nature humaine, tous les gens qui sont dans le wokisme et la cancel culture disent qu'il n'y a pas de nature humaine. On ne naît pas femme, on le devient, dit-on. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous arrivez au monde, il n'y a pas un petit garçon, une petite fille, pas du tout. C'est un projet. Vous avez le projet d'être une femme si vous êtes un garçon, vous êtes une femme. Vous avez le projet d'être une fille si vous êtes une fille, vous êtes une femme, etc. Mais c'est le projet qui va faire de vous ce que vous voulez être. C'est d'ailleurs ce qui fait que il y a 2 ans, une loi a été votée qui permet les avortements. Je ne dis pas l'avortement, l'IVG, je dis l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, qui permet, pour des raisons psychosociales, de dire cet enfant n'est plus un projet, ça n'est plus un enfant. Donc on avance doucement. Comme le cheval de Troie. Ça reste rarissime en France, vous le savez. Pour l'instant, c'est pas voté. L'Assemblée nationale a voté, toute la gauche a voté pour, Macron compris, et le Sénat, dans sa sagesse, a dit hop, on arrête là-dessus. Mais c'est un pas de plus. Et je pense, nous en parlions tout à l'heure, que si Macron avait un 2e mandat, alors là, ça irait très vite. Sur la bioéthique notamment. Sur des questions de bioéthique, bien sûr. Il y aurait une accélération. On travaille à ce projet transhumaniste, bien sûr. C'est un projet californien qui n'est pas français. Je suis pas sûr que ça aurait été un projet de voltairien. Peut-être aurait été un projet rousseauiste revu et corrigé par Robespierre. Mais c'est pas toute la France, Robespierre. De l'homme sauvage, de l'état de nature que l'on refaçonne. Vous avez raison. Vous parlez aussi de l'islam, parce que vous expliquez, donc, comme vous venez de le rappeler, que pour vous la menace mondiale, en tout cas, ne vient pas du tout de la civilisation islamique. Vous dites le problème est moins l'islamisation de l'Europe que sa déchristianisation. Pourquoi vous, qui étiez un grand pourfendeur de la religion, notamment chrétienne, aujourd'hui on a l'impression que vous vous raccrochez un peu à ce qui reste de christianisation et de chrétienté en France et en Europe. Vous n'avez pas l'air très optimiste sur son avenir, mais pourquoi est-ce que vous semblez vous raccrocher à cela ? Est-ce que c'est face à justement la menace que vous décrivez d'un transhumanisme venu des États-Unis ? Vous avez complètement raison. C'est-à-dire, j'ai pas cessé d'être athée. Quand j'ai écrit le traité d'athéologie, j'ai défendu un certain nombre de thèses. Je sais que j'ai blessé un certain nombre de chrétiens. Moi, je ne crois pas à l'existence historique de Jésus. Et vous êtes toujours athée, ça n'a pas changé. Je défends toujours ces thèses-là. Et vous avez utilisé un mot qu'on utilise peu et que vous avez bien fait d'utiliser, qui est le mot de chrétienté. C'est-à-dire, c'est pas exactement le christianisme. C'est la production du christianisme. C'est-à-dire que la peinture, la musique, la littérature, le vin, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, la côte de bœuf, voire les tripes, la charcuterie, etc. Tout ça est un produit de civilisation. Nous n'aurions pas la grande littérature qui est la nôtre
Et il n'y aurait pas eu cette grande littérature mondiale s'il n'y avait pas une civilisation de l'allégorie. Les Juifs sont des rois de l'herméneutique, sont des génies de la pensée conceptuelle, parce que la Torah le leur permet. Nous sommes des génies de l'allégorie. Qu'est-ce que c'est qu'un chameau qui passe par le chat d'une aiguille? C'est quoi cette histoire, quoi? Et il y a plein d'histoires, c'est très allégorique. Et donc tout est allégorique pour moi dans le Nouveau Testament, y compris la résurrection, y compris la naissance virginale, que je prends comme telle, mais qu'il faut penser comme des choses allégoriques. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette pensée allégorique que nous avons cette civilisation qui a donné Michel-Ange, qui a donné Bach, qui a donné Dante, qui a donné... Et les bons plats d'une cuisine européenne, un peu française quand même, mais européenne. Et je dis la chrétienté, et vous avez bien fait d'utiliser ce mot, la chrétienté est à sauver dans une civilisation en péril. Pourquoi ? Parce que je préfère Bach, par exemple. Je vais pas donner des noms, mais je veux dire, on a vu le match de football américain. Là, on a vu un peu d'images de gens qui ont fait un peu de musique avant. Là, j'ai pas les noms de tous ces gens-là en tête. Je crois qu'il y avait Eminem. Je sais pas, c'est probablement très bien. Mais Dr. Dre, peut-être tout ça. Oui, voilà, vous êtes formidable. Mais parce que je crois que cette civilisation, elle a quand même produit des choses extraordinaires. La politesse, elle a produit un certain nombre de choses. Je veux dire que sans lesquels la planète ne vit pas. L'électricité, l'ordinateur, la conquête spatiale, la découverte de l'infiniment petit, la découverte de l'infiniment grand, enfin, toutes choses qui font que cette civilisation a produit, la chrétienté a produit un certain nombre de choses dont on ne peut pas se défaire, sauf à vouloir vivre dans une caverne sans électricité, avec les rythmes de la pluie, des saisons, etc. Donc c'est une civilisation qui fait que je me sens en phase avec des moines, par exemple. Je suis allé à l'abbaye de la Grâce il y a quelques temps. J'ai fait un livre qui va s'appeler Patience dans les ruines, qui est une méditation sur les sermons de Saint-Augustin concernant la fin de cette civilisation chrétienne. Nous sommes dans la même période. Donc il y a chez moi effectivement un compagnonnage avec la chrétienté, et qui donne des compagnonnages aussi bien avec des moines qu'avec des gens qui sont capables de nous jouer des partitas de Bach pour nous émouvant, ou mon copain Robert Combas, par exemple, qui fait des peintures magnifiques. Enfin, parce que c'est une civilisation et que je la défends. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Michel Onfray, c'est passionnant, on continuera à parler de votre vision de la société, on parlera aussi d'Éric Zemmour, qui a été traité de juif de service par Yannick Jadot, on verra ce que cela recouvre. Dans Punchline, on est avec Michel Onfray pour son livre La Nef des Faux, éditions bouquin essai avec Louis Salter de Marianne. Éric Zemmour, donc le candidat Reconquête, 100 000 adhérents, il a discuté aujourd'hui avec Donald Trump, et il y a quelques jours, il s'est fait traiter par Yannick Jadot de juif de service, d'idiot utile de l'antisémitisme. Ça a beaucoup choqué, ça vous choque ou pas ? Oui, c'est choquant. C'est d'autant plus choquant que chez les Verts, on a quand même un drôle de positionnement, y compris d'ailleurs dans l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que plus on est radical à gauche, plus on est islamo-gauchiste, et moins on l'est, moins on se trouve islamo-gauchiste. Manuel Valls, dont certains disent qu'il n'est plus du tout, par exemple, de gauche, qui est vraiment sur ce bord droit, je dirais, de la gauche. Lui, il est très bien sur la question de l'islam, il n'est pas suspect d'être islamo-gauchiste. Mais on voit bien comment ça fonctionne. Et c'est un vieil antisémitisme du 19e siècle, c'est l'antisémitisme de Marx. C'est celui de Proudhon aussi. On dit, vous êtes proudhonien, donc, etc., vous êtes antisémite. Bon, non, je ne défends pas cet antisémitisme-là, c'est celui de Fourier. Et ils sont presque tous antisémites à l'époque en disant, non pas, c'est la religion des Issides qui a tué le Christ, mais c'est la religion du capital. Le capitalisme, l'argent, les juifs. Ça fait un tout. Et quand ils font Israël, c'est exactement pour ça aussi, c'est le capital, c'est le capitalisme, etc. Eh bien, cet antisionisme qui est la formule aujourd'hui de l'antisémitisme, il est partagé par nombre de personnes à gauche. Et on a vu Esther Benbassa, par exemple, tenir des propos un peu étonnants. Porter l'étoile jaune. Porter l'étoile jaune, enfin, et on voit bien que manifestation islamiste. D'une défense d'un certain peuple palestinien. Moi, je suis allé en Palestine, je suis allé également en Israël. Les Palestiniens ne sont pas ce qu'on raconte en France, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et ils pensent pas tous comme on imagine que la gauche le pense ou le croit aujourd'hui. Et cette façon de dire, vous êtes exploités par des colonialistes israéliens qui sont de toute façon des juifs du capital qui fonctionnent avec la City, etc. On ne le dit plus aussi grossièrement parce que ça fait tâche, on peut plus le dire comme ça. Mais de temps en temps, on a le juif de service, on dit voilà, gratter un tout petit peu et veut retrouver le vieil antisémitisme qui se présente aujourd'hui comme un antisionisme sous prétexte de défendre la cause palestinienne. Louis Salter. Mais ce qui indispose beaucoup de Français juifs, c'est notamment les propos, vous le savez, d'Éric Zemmour sur l'occupation. Vous vous inscrivez beaucoup en faux contre la falsification de l'histoire et vous dénoncez des falsifications contemporaines de l'histoire dans votre livre. Est-ce que vous pensez que Zemmour falsifie l'histoire quand il explique que Pétain a sauvé des juifs français ?
Alors là, il faudrait beaucoup de temps. J'ai relu, parce que j'avais lu jadis les mémoires d'un fasciste de Rebatté, c'est quand même 600 pages, justement pour donner une définition du fascisme. Je dis attention, n'est pas fasciste quiconque ne pense pas comme vous, quoi. Et quand je vois ce que Rebatté raconte de l'extrême droite, des vichistes, des maurassiens, des maréchalistes, des pétinistes, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit allez, on fait un ensemble et puis voilà. Et quand on voit la méchanceté, c'est plus que la méchanceté, mais de Rebatté, on se dit oh là là, oui effectivement, il y a des gens qui faisaient des choses étonnantes, qui parfois chez certains vichistes ressemblaient à de la résistance, qui etc. Giraud, le général Giraud est un vichisto-résistant. C'est quand même quelque chose d'assez sidérant. Donc c'est une espèce de point chaud de l'histoire de France. Et Éric Zemmour a tort d'en faire une question chaude des médias et de l'actualité. Il l'a fait au début, il se garde bien de le faire à présent. Hein. Il l'a fait dans les livres, et là on va chercher dans les livres, on le questionne là-dessus, il répond sur ce sujet-là, et là où il faudrait avancer sur des œufs en disant on va faire de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps. Ça ne devrait pas être un débat médiatique pour vous. Il faudrait que ce soit un débat historique clair, comme avec la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on instrumentalise la guerre d'Algérie, on commet des erreurs. Il n'y a pas de problème avec l'islam en France. Il y a des problèmes avec pas mal d'Algériens parce que et pas des Turcs, pas des Indonésiens qui sont parfois eux aussi musulmans, simplement parce qu'il y a ce passé de la guerre coloniale qui est un passif. Moi, j'ai fait un livre sur Camus. Je suis allé en Algérie. J'ai cru que j'étais dans les années 60. C'est-à-dire la télévision nous présente la France comme l'ennemi qui est toujours en place, l'Algérie comme une pauvre victime, et ça fait quand même 50 ans que l'Algérie est autonome et indépendante, et on se dit mais vous avez du gaz, vous avez du pétrole, pourquoi vous n'avez pas fait de votre pays ce que vous auriez pu en faire en 50 ans? Donc je pense que plein d'enfants, plein de jeunes, ou plein de gens qui n'ont pas de formation historique, mais qui écoutent juste éventuellement la télévision algérienne qui leur revient par satellite ou sur le net, sont endoctrinés et ont parfois raison de détester la France parce qu'elle se présente comme une puissance détestable. Et on dit qu'elle est détestable. Je dis juste, si nous faisions de l'histoire, non pas avec des gens qui font des fromages avec l'histoire, parce que dès que vous avez une question, vous avez l'historien qui va avec, on l'invite et il redébite son truc. Non, je dirais qu'il faudrait vraiment faire de l'histoire, y compris sur la Révolution française, y compris sur l'histoire du Parti communiste français. Parlons du pacte germano-soviétique, on n'en parle jamais. 2 ans de collaboration du PC avec le nazisme. Je dis que toutes ces questions historiques mériteraient d'être posées et qu'elles ne le sont pas. Je viens de lire un manuel d'histoire pour des enfants de CE1, CE2 en 1949. Où on nous présente la Révolution française comme formidable et la féodalité comme terrible, et on nous dit que la misère des féodaux était telle que Jacques Bonhomme, on invite un Jacques Bonhomme, eh bien il déterre ses morts pour les manger. Si vous pensez vraiment qu'il faut présenter la féodalité comme ce qui fait que les paysans sont obligés d'être des cannibales à cause des méchants seigneurs, et ça c'était tous des gens de gauche, le type qui préface, Albert Baillet, est un compagnon de route par la suite du Parti communiste français. On ne fait pas d'histoire en France aujourd'hui, on fait de l'idéologie. Donc quand Éric Zemmour fait de l'idéologie, il fait encore moins d'histoire, et plus personne n'en fait, et tout le monde dit, il a juste dit que Pétain, il avait défendu les Juifs. Alors évidemment, quand on en arrive à ce point-là, on ne peut plus faire grand-chose. Il a eu tort éventuellement d'en parler aussi facilement sur les plateaux de télévision, où de toute façon, vous avez vu comme avec Valérie Pécresse, elle utilise un mot pour dire il ne faut pas que le grand rassemblement, puis le grand emplacement puisse devenir une évidence. D'un seul compte, elle a utilisé le mot, donc elle valide la chose. Donc oui, mais Zemmour l'a écrit. Il l'a écrit, réécrit, assumé, détaillé même, parce que lui en fait un sujet polémique historique. Mais c'est la thèse de Vichy. C'est-à-dire que quand Izorni a défendu le maréchal Pétain, qui était indéfendable, il a bien fallu inventer cette thèse du bouclier et de l'épée, en disant mais le maréchal avait le bouclier pendant que le général de Gaulle avait l'épée, etc. Le colonel Rémy défend cette thèse-là. La thèse qu'Éric Zemmour défend est une thèse vichiste. C'est la thèse qui défend le maréchal Pétain en disant qu'il y a eu effectivement un maréchal qui, dans son coin, a essayé d'éviter le malheur, a sauvé des Juifs et faisait le maximum pour pouvoir sauver les Français dans le dos des Allemands, mais qu'il y avait un méchant Laval qui ceci, etc. C'est une thèse pétiniste que de dire ce que Éric Zemmour dit. Mais il faudrait dire comment elle est, pourquoi elle est, comment elle se constitue, avec Izorni, avec le procès, etc. Michel Onfray, est-ce que finalement Éric Zemmour n'est pas l'adversaire rêvé d'Emmanuel Macron pour ce combat? Formidable. Pour Emmanuel Macron, c'est formidable. Le problème, ça aurait été Valérie Pécresse. Mais elle s'est mis une balle dans le pied, dans la tête, dans le corps. La campagne n'est pas finie, il reste encore 50 jours. C'est difficile de remonter ce genre de pente, parce qu'on ne s'improvise pas orateur. Encore que, à la convention de la droite, Éric Zemmour cramponnait son pupitre, il était tordu, et puis il avait un débit pas terrible. Il est devenu ce qu'on a vu, et médiatiquement... Mais pourquoi il est le candidat idéal pour Emmanuel Macron? Parce que c'est vraiment une vision totalement opposée de la civilisation. Le candidat idéal pour Emmanuel Macron, c'est le personnage
personnage dont on pourra dire qu'il est nazi, qu'il est antisémite, qu'il est fasciste, qu'il est homophobe, qu'il est misogyne, qu'il a tout ça, et qu'il a tous les défauts du monde. Parce qu'après, on le laisse faire, et puis une fois qu'il est au deuxième tour, on dit, vous avez vu, c'est le bien, le mal. Pas choisir pour le mal. Vous n'allez pas choisir le mal. Et le problème avec Marine Le Pen, c'est que elle avait réussi à dire, vous avez vu, je suis pas si méchante, je suis pas contre l'euro, je suis pas contre l'Europe, je suis pas contre Schengen, on va pas toucher à grand chose, votez pour moi, je vais pas vous manger. Et là, ça commençait à être problématique pour Macron. Et d'un seul coup, un bon méchant, comme on les aime, arrive avec la queue fourchue. Mais je suppose que vous n'allez pas classer Zemmour dans le camp des candidats non maastrichtiens, puisqu'il est pour rester dans l'Union européenne, il est pour rester dans l'euro, il remet pas du tout en cause cette monnaie. C'est un candidat maastrichtien comme les autres, Éric Zemmour, selon vos termes? Oui. Et lui, il est malin parce qu'il va pas dire Frexit, on en sort parce que on n'a plus de souveraineté. Si on veut recouvrer la souveraineté qui nous permettra de mener notre politique, il faudra qu'on ait notre autonomie et notre indépendance. Il dit juste, on fera comme si l'Europe n'existait pas. Qui n'est pas possible. C'est pas possible. Voir Tsipras, souvenez-vous, ce qui s'est passé quand on résiste à l'Europe, il se passe ce qui s'est passé en Grèce. Et Tsipras, il a quand même mangé de la terre. Là. Bien sûr, la France n'est pas la Grèce, mais c'est l'argument d'ailleurs de Marine Le Pen et Éric Zemmour pour dire qu'ils peuvent changer l'Europe de l'intérieur. Mais impossible. Moi, je suis un partisan du Frexit. Je veux dire, si vous voulez être autonome pour faire une politique, il faut recouvrer une souveraineté qu'on a perdue. Si on ne touche pas à la souveraineté, enfin au recouvrement, si on ne permet pas le recouvrement d'une souveraineté française, c'est du pipeau de dire on fera ceci, on fera cela, etc. Il y aura une spéculation terrible, il y aura un effondrement incroyable le soir même. Vous allez voir comment ça se passerait dans le conditionnel, parce qu'il y a des médias, il y a un système, il y a un dispositif qui est en place pour rendre impossible une alternative ou une alternance. Plus personne ne défend le Frexit aujourd'hui dans les candidats, quasiment. Non, parce que tout le monde a peur de passer pour un crétin. Donc si vous dites une chose pareille, on vous dit, bon, enfin... Vous avez bien vu, quand on a présenté le Brexit à une époque, c'était l'équivalent de Jacques Bonhomme qui va déterrer les morts pour les manger. On nous a dit, mais quand ils vont sortir de là-bas, mais vous allez voir, avec le retour au Moyen-Âge, etc. Pas du tout. Alors là, de temps en temps, on nous dit, il y a des problèmes, la pêcherie, vous avez compris les problèmes de pêche, là? Personne n'a compris. Et qu'il manque quelques licences pour la France. Oui, mais comment ça s'est passé? Tout a été instrumentalisé. Mais c'est un peu... on nous avait présenté ça en nous disant, mais l'effondrement dans les 8 jours. Pas du tout. On nous avait dit aussi, d'ailleurs, si vous votez pour Maastricht, ce sera le paradis dans 3 semaines. Ça fait 30 ans que ça dure, c'est pas le paradis. Hein. À propos des dernière question. Votre livre est, je dois le dire, votre livre est un peu déprimant. C'est un journal de bord au fil de l'année 2021 où vous décrivez justement tout ce qui fait cette glissade de civilisation que vous décrivez. Quand il y a de l'humour, c'est de l'humour grinçant. Est-ce que vous avez l'air d'estimer que notre civilisation est foutue et que voilà, c'est comme ça, ce sont des cycles. Mais dans ce cas, à quoi peut servir la politique? Est-ce que la politique sert encore à quelque chose si tout est foutu? Je pense qu'on ne peut plus faire de la politique comme avant. Je ne crois pas à l'idée de l'homme providentiel qui arriverait et qui dirait avant moi c'était le bazar, mais après moi vous allez voir on va tout changer. Parce qu'il faut être concret. Je veux dire, bon, allez, Marine Le Pen, elle arrive au pouvoir, ou Éric Zemmour arrive au pouvoir. D'abord, il leur faut une Assemblée nationale à leur couleur. Ensuite, il leur faut, etc., etc. Il faut beaucoup de choses. Mais admettons tout ça. Vous faites quoi avec l'école? Allez, on remet la méthode syllabique, on interdit, etc. Mais les enseignants vont pas vouloir. Les syndicats vont être contre. Et puis, on fait ça sur 2 générations. Et dans 2 générations, il va se passer du temps, et puis, etc., etc. Comment vous faites aujourd'hui quand, je crois, un hélicoptère sur 2 sert de pièces détachées pour l'autre parce que finalement, on n'a plus une armée française, qui n'a plus de... Vous allez faire quoi du jour au lendemain? Vous allez dire allez on multiplie par 3 les hélicoptères. C'est pas possible. Donc je ne crois pas au peuple, je ne crois pas à l'homme providentiel, je crois au peuple providentiel et je pense qu'on peut faire de la politique autrement. C'est-à-dire là où on est, fabriqué localement. C'est ce que vous dites beaucoup. Ce que j'appelle, c'est du socialisme libertaire. C'est le socialisme de Proudhon en disant là où vous êtes, fabriquez ce à quoi vous croyez. Donc vous avez vu le scandale de ce qu'on appelle les EHPAD. Cette usine à faire de l'argent avec l'or gris, a-t-on dit. Cheveux des personnes âgées comme moi. La silver economy, pour prendre un anglicisme. Voilà, vous dites mais c'est quand même terrible. Eh bien, plutôt que de dire arrêtons ça, changeons. Allez hop, on va acheter un bâtiment, on va fabriquer notre maison de retraite à nous, ça va être sympa, on va faire ceci, on va faire cela, etc. La coopération, la mutualisation, ce genre de choses, c'est possible. C'est cette politique-là qui est susceptible d'être faite. La fameuse grande politique avec un chef qui dirige à la Napoléon, c'est fini. Mais il faut pour ça échapper à l'enfer des normes et elles sont évidemment omniprésentes dans notre vie. Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu ce soir pour nous parler de La Nef des Fous 2 aux éditions Bouquin Essai. Merci 1000 fois. Merci Louis Salter pour être venu dans cette émission spéciale Punchline autour de Michel Onfray. Dans un instant du football, PSG Real Madrid, Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau et Jean-François Pérez. Bonne soirée sur notre antenne.